la nuit du 31 juillet au 1er août. Donc de cette année, encore Annus Horribilis, donc cette année fait partie des années horribles, des années à ne pas se rappeler pour des tas de raisons. Donc pour donner un peu le titre et le fil directeur de cette intervention, ça va être penser contre soi-même. Alors tout à l'heure, j'étais en train d'y penser, et comme il y a déjà 3 jours, j'y pense depuis 3 jours. Donc je l'ai entendu, je l'ai capté comme ça dans une émission sur la radio culturelle française. Et puis, encore une fois, en écoutant la radio, j'ai entendu une histoire parler du silence. Alors, penser contre soi-même, ou agir contre soi-même, ça peut être quelquefois se mettre en silence. Et on pourrait un peu parler du silence. Le silence, c'est aussi, comment dire, c'est pas seulement le silence extérieur, c'est aussi le silence intérieur. Obtenir une forme d'absence, d'occultation, ou de... voilà, il n'y a plus rien. On ne voit plus rien ne défile à l'écran de sa vie intérieure, voilà, de sa représentation, de sa... On pourrait un peu penser contre soi-même, c'est aussi peut-être l'idée de se reposer, d'être soi, toujours soi, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on regrette, de tout ce que l'on finalement on attend. Même le miracle, mon miracle en moi, il me correspond. Alors c'est pas le miracle qui, oui, on pourrait dire, oui, quelque part, quand l'intérêt individuel rencontre l'intérêt collectif, il n'y a pas de problème. Mais je pourrais dire, oui, moi, finalement, je mets en avant l'intérêt collectif contre l'intérêt individuel, voilà, et dans tous les cas. Voilà, penser contre soi-même, un peu l'idée impossible. Sorte de lubie, une sorte d'illusion, encore une illusion que l'on crée, que l'on se crée, et qui fait partie donc de cette série d'illusions, voilà, qui nous font un petit peu penser que l'on est plus que ce que l'on paraît être, ou l'on est en potentiel, sinon en réalité, en effectivité, on est plus que ce que les autres imaginent, et encore plus que soi-même l'on pourrait imaginer. Alors comment je pourrais découvrir ce que je ne suis pas, les choses que je ne sais pas sur moi? Donc la pensée contre soi-même interroge évidemment le fil directeur, la chose qui fait que l'on est en permanence harcelé, puisque c'est un terme très à la mode, harcelé, oui, par une émergence ou une autre. Donc, penser contre soi-même, c'est être dans c'est casser, briser cette linéarité de la vision qui commence, voilà, par un jour, on est arrivé dans le monde et voilà, on a commencé finalement à accumuler toute une série d'impressions
voilà, impression favorable, défavorable, voilà, le monde tel on l'a vécu, peut-être toujours vécu, un monde hostile, un monde étranger, en tout cas en ce qui me concerne, un monde plein de choses inconvenantes. Quand on est hors monde, dès sa naissance, on peut pas construire le monde, on peut pas se représenter le monde tel qu'il est. On est à côté du monde. Et on reste comme ça dans le regret de cette situation. On peut pas accepter cela. On aurait aimé être né quelque part dans un environnement où il y a quelque part de la présence, voilà, où il y a du monde. Après, l'école est une étape importante, comme on dit, de socialisation, mais c'est arrivé trop tard. J'étais déjà désocialisé, jamais j'ai réussi à me socialiser. Mais cela, ça donne quelque part, quand vous parlez à quelqu'un, il ne peut pas introduire quelques éléments, à part peut-être quelques romanciers, encore que les romanciers s'inspirent énormément de leur vie, de leur biographie, peut-être aussi de la vie des gens qu'ils ont connus. En tout cas, ils ne sont pas dans l'antithèse. Je veux dire, ce personnage, il est totalement à l'inverse de moi-même. Ce personnage antipathique, ce personnage violent, ce personnage sympa aussi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas du tout une transposition de moi. Moi, je suis pas ça. Donc, je pourrais créer des personnages totalement antipathiques, alors qu'en fait, on ne se considère pas comme antipathique. Mais parce que l'art de la romance fait que il faut... Donc, dans ce type de création, ce type de travail, on est capable d'aller un peu contre soi-même, encore que. Donc, on est dans une forme de conflit avec le soi tel que l'on se représente, et puis on ressent un peu cette impression d'être prisonnier de soi. Alors simplement on peut décaler. Alors au lieu d'avoir cette version toujours un peu misérabiliste, un peu qui verse facilement dans le pathos, oui, etc. Et voilà, la description des choses de façon fidèle. Il n'y a pas, on rajoute rien, on enlève plutôt, mais on rajoute pas. Donc on surinterprète pas rien, on fait un peu transcription fidèle, voilà, tel que j'ai vécu cette chose et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc alors, souvent, donc, il y a des gens qui sont incroyants, des gens qui sont croyants, en tout cas c'est comme ça que ça se présente. Mais on pourrait dire, je suis un incroyant vis-à-vis de moi-même. J'aimerais être différent, même si j'ai appris à m'aimer. Ben je voudrais renoncer à cet amour. S'il faut que je sois dans un contexte où finalement je trouverai jamais de raison de m'aimer de moi-même, il n'y a pas de problème. Je cours le risque. Donc penser contre soi-même. Et voilà le danger. Le danger est toujours quand on prend la parole et qu'il n'y a pas évidemment de plan préinstallé, qu'il n'y a pas de planification de l'intervention, on se fait avoir. Donc, simplement par les cours des mots, et simplement par ce sentiment d'être dans la nécessité de donner, comment dire, de traiter la chose
voilà, de façon convenable. Il n'y a pas, il n'est pas du tout possible de résumer ou de compresser une chose. Compresser, comprimer, bon, c'est un peu la même chose. Donc, quelque part, il y a ce problème. Alors, penser contre soi-même, on pourrait partir de l'idée que ce n'est pas possible. Que ce n'est pas possible, comme un peu le matériel génétique que l'on porte avec soi, mais c'est un matériel génétique que l'on ne peut pas changer, etc., etc. Donc, il n'y a pas moyen de le faire. Mais on va le faire en essayant de voir l'intérêt que ça peut représenter. Si je suis né dans une religion, sous la gouvernance d'un dogme, et que je change de dogme, par rapport à une chose, oui, à cette chose, voilà, si je renonce à moi, à mon récit, à la narration que je fais, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, il y a les identités composites. Alors je pourrais, un peu comme dans ce film dans lequel un homme va finalement emprunter des morceaux de gens, voilà, pour essayer de les incorporer, voilà, se vêtir de quelque chose qui se trouvait une nouvelle vêture. Donc si je renonce, et je vois en écoutant encore une fois la radio culturelle, ou dite culturelle, il y avait cette chose que mon père m'a dite sur le chant des oiseaux. Alors le chant des oiseaux serait aussi une manière de louer le Seigneur, de rendre grâce, de remercier. Ce sont des louanges. Alors évidemment là, dans ce que j'ai entendu, ce n'est pas seulement un élément de cette nature, mais la nature toute qui loue Dieu. Donc je renonce à la légende familiale, je renonce à ces petits morceaux, un peu comme des bijoux solitaires que j'ai. C'est pas des choses que je peux relier les unes aux autres, elles sont pas en quantité, voilà, de manière à tracer un portrait du Père ou à décrire la relation que j'ai à mon Père. C'est vrai que pourquoi je parle au lieu d'écrire, parce que j'ai vu que l'écriture pour moi en tout cas l'écriture pose problème, c'est un impasse ou c'est une impasse, je sais pas comment on dit, c'est une impasse, c'est au féminin, et donc ça fait que j'avais un père très très dur. Et je me suis arrêté là. Alors, développe mon pauvre, développe mon vieux. J'ai pas développé, j'avais pas les moyens de développer. Donc, soit c'est quelqu'un de relativement paresseux, qui part battu dès le départ. Et puis quelqu'un qui n'a peut-être pas d'imagination, qui est très lié à son réel, à son concret, mais qui n'a pas les moyens de décoller, qui n'a pas les moyens d'aller construire ou se lancer dans l'édification de mondes chimériques, ou de mondes imaginaires, ou de mondes hypothétiques, voilà. Donc, j'ai pas ce talent-là, donc ça aurait été, j'ai même pas le talent de la narration. On va dire, j'aurais pu écrire, et en quoi? Explique pourquoi ton père est très dur. Explique. Il y a toujours la situation
est un peu inverse. Voilà ce que l'on apprend. En fait, ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, penser contre soi-même, c'est aussi une façon de se défaire de tout ce que l'on a reçu, hein, et c'est là le problème. De ces accommodements que l'on a mis en place, de cette façon que l'on a de se trouver encore une place dans la vie, alors que, en fait, objectivement, quoique c'est une objectivité un peu particulière, je dirais quand même, objectivement, je suis un être qui n'a plus d'existence, sociale, qui n'a plus d'existence économique, qui n'existe plus, qui continue d'exister par un certain nombre d'aspects, mais notamment administratifs, mais qui n'existe plus. Les morts sont morts, ils n'existent plus, mais ils continuent d'exister. Et moi, j'existe comme un mort. Je continue d'exister peut-être dans la mémoire de certains, dans les évocations qu'ils font, voilà. Mais c'est rien de plus. Alors on se retrouve complètement un peu bloqué dans cette histoire de penser contre soi-même. Donc je disais que c'était une chose impossible. Et alors on me dira, mais alors si c'est impossible, pourquoi tu le fais? Je le fais parce que je l'ai trouvé séduisant le moment où je l'ai entendu. Je le trouve moins séduisant aujourd'hui, mais il faut quand même que je lui accorde un peu d'attention à ce thème de la pensée contre soi-même. Donc il y a des philosophies, d'après lesquelles, d'après ce que j'en sais, qui prônent un peu une forme de distance. En fait, on est dans la manière que l'on a de gérer cette bête qui est facile à influencer, facile à mettre comment dire, facile à donc cet être qui ne peut pas agir de façon froide, rationnelle, qui doit se défaire un peu, qui devrait se défaire un peu de tout le volet émotionnel, le volet réactionnel, le volet un peu qui devrait abandonner l'immédiateté. Ah, c'est ça la chose. L'immédiateté dans le raisonnement, dans l'action, dans le rapport aux choses. Alors l'immédiateté, je lui donne comment dire, un exemple, c'est hier je suis sorti et il y a toujours une immédiateté qui a un contexte rationnel, ça se présente de façon rationnelle. Alors vous allez avec moi essayer de juger si l'affaire elle est comment dire, elle est raisonnable ou pas. Devant là où j'habite, il y a des plantes qui ont poussé. Alors je ne sais pas si les plantes, elles ont poussé parce que les graines viennent de mon rebord de fenêtre, parce que les plantes ressemblent à celles, mais en tout cas, ces plantes font partie de la famille des plantes qui sont alloraises, si l'on veut, dans les rues de la ville depuis qu'on ne traite plus avec un herbicide, bien un fameux herbicide. Donc, 2 fois, quelqu'un passe et arrase la plante. Or, il n'a pas accès à la plante en intégralité. La plante a poussé derrière un grillage, et donc, la première fois, elle a été arasée, elle a repoussé. La deuxième fois, elle a été arasée, elle a repoussé. Donc elle est un peu forme de comment dire, de sphinx, ou je sais pas,
d'hydre un peu, l'hydre, ou je sais pas, une double vie ou triple vie. En tout cas, j'attends la prochaine fois. Donc voilà, celui qui est chargé d'éliminer les plantes dans la rue. Et donc voilà, donc cette plante-là, elle ne m'intéresse pas. Mais je vois deux plantes. Alors je me dis, ces deux plantes, je n'ai pas l'habitude de les voir, elles vont être arasées. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? Voilà, ça a été très rapide, la conclusion s'est faite immédiatement. Je me suis dit, je vais les arracher et je vais les mettre dans un pot. J'ai essayé de les arracher, j'ai vu que ça tenait. Donc je me suis dit, il y en a une, elle tenait, l'autre, je l'ai vue, j'aurais voulu, mais je ne sais pas si elle aurait tenu ou pas. Mais en tout cas, la première a tenu, donc je me suis dit, je suis en train de lui faire mal, je suis en train de l'arracher. Mais si ça se trouve, celui qui arrase va venir avec quelque chose et elle va la faire disparaître complètement. Alors qu'est-ce que je fais? Je la transplante au risque de la faire mourir, ou je la laisse vivre normalement les quelques jours d'avant l'annihilation. En tout cas, je ne sais pas. Je ne pense pas que ces deux plantes puissent avoir la capacité de ressusciter après avoir été arasée. Alors, je ne sais pas, cette plante, je n'ai pas réussi à l'identifier, pas l'habitude de la voir souvent. Est-ce un arbre? Est-ce une plante? En tout cas, voilà, donc l'immédiateté de l'action et l'immédiateté de la conclusion. Le passage à l'acte se fait très vite, mais ça peut être un passage à l'acte trop précipité, et donc un peu irréfléchi en fin de compte, et donc qui va se retourner contre la personne qui... voilà. Donc, imaginez un être qui, devant chaque situation... Alors, une chose en France, c'était la chose culturellement très facile à identifier. Alors, je ne sais pas si c'est global à l'Europe ou aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas, à l'ère européenne culturellement parlant, qui évidemment englobe des pays du Pacifique, etc. Est-ce que cette façon de dire « je vais réfléchir », on ne s'engage pas quand on n'est pas sûr, mais on ne dit pas non pour ne pas un peu pour rester agréable, pour ne pas heurter la personne en face, on dit « je vais réfléchir ». Mais globalement, dans la majorité des cas, ça veut dire que ça ne m'arrange pas. Il y a quelque chose qui ne me satisfait pas dans la proposition. Donc, je vais réfléchir. L'autre ne peut pas dire, le vis-à-vis ne peut pas nous interdire de réfléchir. Mais par contre, dans d'autres aires culturelles, on s'engage. On s'engage parce qu'on n'ose pas dire non, et on s'engage dans quelque chose que l'on va regretter, que l'on regrette immédiatement. Donc voilà, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, alors évidemment, dans certaines situations, contexte, etc., crédit, etc., vous avez tant de temps, etc. Mais là, il s'agit d'une chose contractuelle, évidemment, mais qui n'est pas régie par la loi, qui est laissée un petit peu à l'appréciation des acteurs en relation. Voilà, je peux réfléchir et décider au bout de 2 jours. Je peux réfléchir, en fait, déjà, normalement, quand je dis je vais réfléchir, déjà, je n'ai plus besoin. J'ai pas besoin de dire j'ai réfléchi et non. Ça veut dire que c'est non. Donc, quelque part, l'autre en face va comprendre que l'affaire est, voilà, il va pas se conclure. Donc, voilà, mais c'est une manière polie de refuser. Donc, on n'a pas besoin d'être encore plus catégorique. Voyez. On a donné une indication forte sur la nature de notre choix, finalement. Donc il y a des choses. J'entends un bruit. Quand vous entendez un bruit, il n'est pas fort, qui normalement n'a pas de raison
d'exister. Les meubles, rarement, les meubles s'expriment, font entendre leur voix. Alors on se dit, c'est quoi? C'est quoi ce petit bruit? Alors imagine une souris, imagine quelque chose. Pour que le bruit soit audible, il faut qu'il y ait quelque chose, un peu. C'est pas un poisson d'argent, c'est pas. Donc voilà, mais peut-être quoi. Quelquefois c'est un plastique, voilà, qui a pris le temps, ou une chose qui a glissé, qui a été posée sur du plastique. Donc on va chercher des éléments rationnels, des hypothèses logiques. Voilà, on va faire un peu défiler toutes les possibilités, et voilà. Donc penser contre soi-même. Déjà, donc il n'y a pas moyen de se défaire de sa langue, de son accent, de sa façon de mettre les mots en forme, en combinaison, en alignement, etc. Il y a une manière. Est-ce que cela est suffisant? Est-ce que l'on doit être fidèle à soi-même tout au long de sa vie? Voilà, j'ai des valeurs, j'ai des principes, voilà. Comme dans cette histoire, finalement, il n'y a rien que l'on dit. Alors évidemment, on en fait beaucoup, mais ça reste intéressant de point de vue de la rhétorique, si l'on veut. Il n'y a rien de permanent. Rien n'est permanent, sauf l'impermanence, où tout change. Et la seule loi qui ne change pas, c'est que tout change. Quelque part, il y a une formule à peu près comme ça. Donc on peut être dans une forme. Alors, je reviens, puisque je pense au chaos, et je ne peux pas ne pas citer la demeure du chaos, et c'est ça le problème. Et la demeure de chaos est un symbole extraordinaire. Et évidemment, l'histoire est ancienne, et je ne sais pas ce qu'elle en est devenue, puisque c'était une chose qui déplaisait au voisinage. Alors le voisinage, c'était pas la forme, c'était le changement. Je pense que c'est le changement permanent de la demeure, sa transformation. Alors évidemment, elle se transforme pas pour correspondre à ce qu'il y a autour. À chaque fois, c'est pas seulement intérieurement, c'est extérieurement que la demeure change. Et souvent, quand on en voit, voilà la chose qui nous laisse interloquer. Alors, si l'on prend des éléments matériels, on va constater qu'une chose, on l'a acquise il y a longtemps. Quelquefois, il y a très 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 longtemps. Il y a peut-être 30 ans, il y a peut-être 35 ans, il y a peut-être 35 ans, il y a peut-être 40 ans, il y a peut-être plus de 40 ans. Alors les choses, on les garde, et ces choses-là, est-ce que c'est finalement pour servir d'éléments à mettre dans un musée ultérieur, voilà, pour commémorer un peu la vie d'une personne disparue? Non. Ce que l'on a écrit, les choses que l'on a gardées, un mot laissé par quelqu'un qu'on aimait bien, ou un objet, cet objet, comme quelque part, est iconique. Cet objet est vraiment, j'ai oublié le verbe, est investi d'une symbolique, il est signifiant au plus grand, au plus fort possible. Voilà, mais nous sommes les seuls, je suis le seul à le savoir. Je suis seul à savoir que cet objet finalement représente beaucoup pour moi et représente quelque chose d'unique. Mais pour un autre, pour quelqu'un d'autre, cet objet
n'est rien qu'un déchet, n'est rien qu'une chose qui peut être jetée sans regret. Ça représente rien. C'est quoi cette vieillerie, c'est quoi cette chose totalement élimée, ce vêtement que l'on a gardé alors qu'il est déchiré. C'était la robe de chambre de l'aimé. On l'a bien aimé. Je l'ai gardé. La bien-aimée m'a... Comme ces lettres, les lettres de la bien-aimée. Alors on ne va pas les déposer aux archives municipales. Quoique, mais pourquoi on les a gardées? Parce qu'on a fait l'erreur, ce qu'on a considéré comme une erreur, de déchirer d'autres lettres d'amour. Et celle-là, on ne veut pas. On se dit, tiens, ça va, peut-être, on les reprendra un jour. Parce que si on les annule, il y a quelque chose que l'on peut pas reconstituer. Voilà l'élément, j'allais dire, matériel d'une certaine densité ou de la relation. Voilà, je peux m'appuyer sur ça, même si il faut pas surinterpréter les choses qui sont écrites dans un état émotionnel anormal, qui est celui des amoureux, etc., ne correspond pas à la réalité de l'être. L'être, dans sa normalité, il n'aurait jamais dit, il ne va pas jusqu'à exprimer ou jusqu'à mettre, il va écrire de façon très, comment dire, presque plate, alors que là il y a de l'exagération, il y a de l'effusion, il y a du superlatif, il y a toutes sortes de choses totalement, on dirait de la démesure. Et c'est cette démesure dans le sentiment voilà, qui est intéressante, parce que c'est une démesure bien limité dans le temps, et comme on dit aussi dans l'espace, évidemment. Alors, simplement, penser contre soi-même. Évidemment, il faut être franc. L'idée, parce que dans ma proximité, j'ai eu un bouddhiste. Donc, fondamentalement, un bouddhiste, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être vigilant. Alors, il peut être habité par un discours, mais il ne doit pas s'attacher au discours. Et il ne doit pas être dans la revendication, mais toujours dans la précaution et dans l'avertissement. Je dis cela, je le dis en toute humilité. Je le dis en toute relativité. Donc un relativisme absolu, si on peut dire. Un relativisme absolu, ça, oui, bon. Donc, toujours, je suis très au regret de te dire que ce discours, je te l'ai déjà un peu soumis. J'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose d'autre, de différent, mais je ne peux pas. J'accepte mes limites, même si je fais des efforts pour les dépasser. Voilà, en toute humilité. Alors, ce qui était intéressant chez cette personne de ma proximité défunte, c'est qu'il était capable de pratiquer le silence, et il était capable aussi de pratiquer une forme de logorée très poussée. Donc, il y a une absence de logos, puis d'un autre côté, il y a le logos dans toute sa puissance, alors impossible de l'arrêter. Et donc, de rocher en rocher, de référence en référence,
aussi qu'il trouve manière de il est poussé à aller en avant. Alors que quelque part, quelquefois, on pourrait trouver un intérêt à faire du surplace, ou même à revenir en arrière. Un mot. Voyez, regardez un mot. Le contempler sous toutes les un peu toutes les coutures, voir de quoi il est composé, ce mot. Ici. Simplement un mot très simple. Ici. Ça veut dire quoi ici? Être ici. Avoir un ici. Avoir un maintenant. Avoir un présent. Avoir un lieu. Être quelque part reconnu quelque part. Pouvoir se réclamer, se revendiquer de quelque chose. Être ici. En cet instant, être ici, dans son monde, dans le monde, être ici et pas ailleurs, logiquement. Ici. Beaucoup de choses peuvent finalement découler de cette ici. Alors, il y a un ici, il y a un ici concret, un ici un peu abstrait. Donc le lieu, l'endroit, la terre, le bout de territoire, l'abri qui est le nôtre, être ici, ça veut dire, à contrario, qu'on ne peut pas être ailleurs. Et qu'est-ce qui est intéressant? Être ici ou être ailleurs? Être d'ici ou être d'ailleurs? On pourrait dire, pour revenir sur la demeure du chaos, donc finalement le chaos, évidemment, l'argument au contraire est tout près. On peut essayer de suivre la voie du chaos. Mais fondamentalement, rapidement, on atterrit dans une forme de contradiction. Si on est dans le chaos, il faudrait être aussi en capacité de se retourner contre le chaos lui-même. Alors il y a l'ordre, le chaos, et puis qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux, ou qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, le chaos, pourquoi ne pas dire le désordre? C'est beaucoup plus, quelquefois c'est plus parlant, le désordre. Et on se rend compte, voilà, donc la demeure du chaos, on se rend compte que on est dans l'ordre. Évidemment, souvent, on parle un peu par inversion, on dit les gens désordonnés, ce sont des gens très ordonnés, en fait. Alors, ça paraît paradoxal, mais c'est vérifiable. Donc, quelque part, dans l'ordre, même quand c'est pas très évident, il y a un ordre. Il y a un ordre peut-être encore comment dire, faire venir à la surface. Il y a un désir, il peut y avoir un désir d'ordre. Déjà, c'est pas mal. Donc, une voie que l'on suit. Si on commence à la suivre de façon, j'allais dire, si on commence à pratiquer, et à ce moment-là, ça devient une forme de dogme, une forme de loi, et quelque chose à laquelle on doit obéir. Alors comment désobéir à la désobéissance?
Donc en étant dans l'obéissance, simplement les mots, quels qu'ils soient, sont là pour faire passer un message. Alors le problème, on ne sait pas ce qui convient à l'être humain. Nonobstant la singularité de chacun, qu'est-ce qui convient à l'être humain? Souvent on a une biographie, cette biographie on y est attaché parce qu'on n'en a pas d'autre. On peut se construire une biographie fictive, mais elle restera fictive, à moins d'être frappé d'une amnésie totale, et à ce moment-là, on vous donne, comme on pourrait vous habiller si vous êtes trouvé nu, on vous donne quelque chose à laquelle vous allez vous raccrocher, comme, voilà, quel est votre nom, j'ai oublié, voilà, ben, pour l'instant, vous allez vous appeler, voilà, comme ça. Donc, la biographie fictive, c'est pas possible. Alors, il reste quoi, finalement? Alors, simplement, donc, qu'est-ce qui fait que l'on est comme on est? Comme on est, on peut être jamais satisfait. Toujours à se poser des questions. Alors la question peut avoir démarré à un moment dont on ne se souvient pas. Et peut-être que le moment oublié a été remplacé par un autre. On va dire pourquoi, simplement, pourquoi les choses se passent comme elles se passent, et surtout une question encore plus essentielle, c'est pourquoi les choses se sont-elles passées comme elles se sont passées. Alors on pourrait dire, tiens, je suis bloqué. Le père m'a insulté au milieu de gens en me traitant d'âne. Alors qu'en fait, bon, quelque part, dans le... je vous vois passer une mythe. Quelque part, quand quelqu'un, en général, c'est quelqu'un d'étranger qui vous dit vous êtes fils d'âne. Mais d'autres peuvent vous traiter totalement d'âne. Mais c'est très important. Donc je suis bloqué. Je suis bloqué dans une scène, en tout cas 2 scènes, dont je ne peux pas me débarrasser. Voilà, mon père est en train de m'insulter en me traitant d'âne. Et en le faisant plusieurs fois. Âne. En quoi suis-je âne? Voilà la question. Et voilà, quelques années après, je me fais traiter d'âne par quelqu'un de mon âge. Chose contre laquelle je n'ai pas réagi. Alors j'aurais dû réagir face au père, j'aurais dû réagir face à celui qui m'a traité d'âne. Fondamentalement, quand on a appris un peu à connaître les ânes, l'âne n'est pas l'être qui... Ah, waouh! Est-ce que je l'ai attrapé? Non. Voilà, donc une mythe, j'ai cru l'avoir attrapé, je me suis précipité, je ne me suis pas levé parce que je suis à moitié nu. Donc quelque part, la mythe, elle est venue, et puis je ne pense pas l'avoir attrapée, mais c'est extraordinaire quand vous avez une mythe, quand vous avez essayé d'attenter à sa vie, elle va vous éviter. Donc, elle comprend très, très bien que finalement il y a quelqu'un qui lui en veut. Donc elle va essayer de vous éviter, elle va s'éloigner. Alors on pourrait dire oui, c'est le courant d'air créé par le geste.
oui, d'accord, peut-être, hein, mais quand même, elle va pas revenir. Elle va pas se rapprocher de vous. Donc, elle va changer de direction, elle va se éloigner de vous. Donc, la mythe, finalement, a l'intelligence, pas seulement l'instinct, l'intelligence de comprendre qu'il y a danger pour elle. Donc, l'âne est un être qui résiste comme il peut, finalement, au mauvais traitement. L'âne n'a pas demandé à servir l'être humain, l'âne, il est âne parce qu'il fait semblant, parce qu'il ne comprend pas les ordres. Mais l'âne, comme quoi, ma théorie n'a pas été la bonne théorie. Donc, encore une fois, la théorie, c'est que la mythe, finalement, elle est revenue. Et je l'ai attrapée et je l'ai ratée. Je ne pense pas l'avoir tuée. Donc, finalement, mon instant, un instant de victoire, une victoire pas du tout, pas sérieuse, mais j'aurais tué la mythe et je me serais dit, tiens, j'ai sauvé un pull, j'ai sauvé un vêtement, j'ai sauvé, j'allais dire, mon capital, si l'on peut dire. Voilà donc la chose. Ne pas obéir aux ordres. Cela fait de vous quelqu'un de débile, quelqu'un qui a une intelligence faible. Enfin, finalement, l'intérêt, c'est de faire semblant de ne pas comprendre. L'âne ne comprend pas, peut-être, mais l'âne refuse, fait le têtu. Alors l'âne, c'est le têtu. Finalement, on devrait traduire le terme hmar par têtu, mais pas par bête, par débile ou par l'être qui ne comprend pas. C'est l'être têtu. Finalement, vous devez, et moi j'ai participé à cette opération de maltraitance, vous devez le maltraiter pour qu'il avance. Et vous n'avez pas la même chose avec un cheval ou avec un mulet. L'âne, par définition, voilà, donc, mais il est difficile de comprendre que finalement il y a erreur sur l'être et que cet être, et on serait honoré d'être comparé à cet être parce que c'est un être qui a donné beaucoup à l'espèce humaine, qui a servi à l'espèce humaine et qui continue de la servir. Alors, il est vraiment, il mérite des monuments partout, monuments à l'âne, voilà, monuments à tous les êtres qui ont été à notre service, mais surtout l'âne, peut-être aussi le cheval, mais d'abord l'âne. Donc, cette façon qu'on a de ressentir les choses, une façon un peu, et de réagir, finalement, de tomber dans le piège tendu, parce que finalement, quand vous êtes insulté, et quand on vous envoie quelque chose, un qualificatif, et que c'est un qualificatif que vous percevez comme dépréciatif, finalement, la personne qui l'a envoyé finalement a eu ce qu'elle voulait. Voilà, elle a eu envie de alors la mythe, c'est, je ne sais pas exactement si c'était une mythe. Il est possible qu'il y ait plusieurs variétés de mythes, que la mythe qui mange les vêtements et c'était pas celle qui traînait, que celle-là elle est arrivée parce que attirée par la lumière. Donc je peux me tromper sur l'espèce de mythe, et donc j'ai tué une mythe qui n'était peut-être pas dangereuse pour mon stock de vêtements.
vêtements que je ne vais pas utiliser et que je n'aurai jamais l'occasion de tous les utiliser jusqu'à la fin de mes jours, parce que dans cette société, on accumule, on achète parce qu'on achète des choses alors qu'en fait on l'a déjà. Et voilà, c'est une autre débat là, c'est une autre comment dire, une autre problématique que celle de la surconsommation, de surachat, etc. Donc penser contre soi-même, voilà que je tourne en rond. Je tourne en rond, mais je n'avance pas. Évidemment, quand on tourne en rond, on reste sur place, on fait du surplace. Mais j'ai pas trouvé le moyen. J'ai pas trouvé le moyen de finalement de traiter de cette histoire de penser contre soi-même. Je suis toujours moi. Bon, on va dire comme ça, j'ai tout le temps de m'y habituer. Voilà, j'ai alors on pourrait dire oui, pour que une chose se produise, il faut qu'il y ait des éléments. Voilà. Pour qu'une combustion puisse être réalisée, il faut qu'il y ait une étincelle, il faut qu'il y ait quelque chose qui a la capacité de finalement de se consumer, voilà, de donner de la chaleur, donner de la lumière, et puis il faut qu'il y ait de l'oxygène. Donc on peut dire que soit en potentiel il y a des voix qui pourraient s'exprimer, il y a un talent, il y a etc. Donc pas besoin d'aller chercher à quelque chose de différent de soi, il suffit juste d'aller à la recherche de ce qu'on a en nous déjà, sans chercher à faire dans l'inverse. Mais quelquefois c'est impossible. La preuve, c'est ce discours-là, cette narration-là, qui est une narration toute convenue, toute évidemment, qui est la mienne, et sans hésitation. Alors, comment être différent, même au minimum, au moins dans la narration. Alors, comme dans les arts plastiques, on peut essayer d'intégrer des choses. Alors, bien entendu, est-ce qu'il y a un message derrière l'art abstrait actuel? Je n'en sais rien. En tout cas, je me rappelle, parmi quelques rencontres premières avec l'art abstrait, ça a été des compositions avec, notamment, qui comportaient du papier toilette, donc le papier le plus léger et le plus fragile possible. Donc on imagine, voilà, la restauration d'une telle réalisation, c'est voilà. Donc il suffit d'un peu d'eau pour détruire une partie au moins de la représentation. Donc on pourrait dire, qu'est-ce que je voulais dire par là? On pourrait dire, il faudrait faire une composition. Une composition, alors, avec... Je me rappelle qu'Alain a fait une composition dans laquelle il avait rajouté des morceaux de manuscrits qui étaient brûlés. Est-ce que c'était des vrais manuscrits, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a réalisé lui-même, ou qu'il a fait faire réaliser pour les besoins de la représentation, pour les besoins de l'œuvre, entre guillemets. Voilà, donc, donc le tableau, il devient à 3 dimensions, évidemment, et un tableau que l'on peut toucher, que l'on peut explorer avec ses doigts, etc. Donc, vraiment, qu'on pourrait même goûter, puisque donc là devient, comment on appelle ça, des
comment on appelle ça, Tadaris, j'ai oublié, le relief. Il y a du relief dans le tableau. Donc, si on n'est pas capable de produire une narration dans laquelle il y aurait un peu de tout, qui ferait de cette narration quelque chose d'unique, quelque chose d'innovant, voilà, qu'on pourrait dire, voilà, c'est une création un peu compliquée de penser contre soi-même et aller contre sa narration et aller contre sa façon de faire, sa façon de s'exprimer, sa façon d'ordonner même les choses désordonnées. Donc je reviens sur cette affaire de l'ordre. Alors le chaos, on est tout sauf le chaos. Voilà, donc on peut parler d'une chose comme ça dans l'abstrait, mais quand à passer à l'acte, et les choses que l'on avait de notre passé, qui étaient des choses concrètes, que l'on pouvait toucher, que l'on pouvait soupeser, que l'on pouvait un peu quantifier, voir, constater de visu, voici qu'on a en plus l'élément numérique, qui lui, évidemment, est compressé, mais qui contient des choses extraordinaires. Donc, si l'équivalent de 100 albums de photos, voici l'équivalent de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 bibliothèques déjà dans un petit volume. Voici l'équivalent de je ne sais pas combien d'heures de paroles ou d'heures d'images. Voici l'équivalent, la chose qui aurait pris, qui remplit une pièce. Finalement, c'est juste une chose que l'on peut tenir dans la main. Donc on pourrait commencer par dire, un peu comme ces Yakuza, donc quand ils ont fait une faute, ils se coupent le petit doigt, je sais pas comment on l'appelle, l'auriculaire, le petit quelque chose. En tout cas, manière, est-ce que le petit doigt est essentiel dans l'opération de préhension? Est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce qu'on pourrait quand même prendre les choses sans le petit doigt, sans le secours, sans possible? Mais il faut sacrifier une chose. Il faut expier, il faut se débarrasser d'une partie. Il faut que l'intégrité soit défigurée, amoindrie. Donc, on pourrait choisir. Choisissez entre les choses qui vous importent le plus. Choisissez une chose. Alors, c'est peut-être la photo de quelqu'un qui vous est très proche. Cette photo, vous devez lui dire adieu. Vous la reverrez plus. Mais vous la gardez en mémoire. Si vous arrivez à la garder en mémoire. Mais vous n'avez même pas d'héritier. Cette photo, elle ira à la poubelle. Donc, au moins, donnez-lui, je sais pas, faites ça, comment dire, avec un cérémonial, avec tout oui, une mise en scène. Oui, la mise en scène. Un autodafé, voilà, et qui est mieux que la déchetterie. Un autodafé ou ou les livres un peu qui partent ou le papier qui part au recyclage. Non. Et qui devient un papier indifférencié. Il n'y a pas de différence entre un papier et un autre. Un papier dans lequel il y a des choses extraordinaires, qui ont été importantes pour quelqu'un tout au long de sa vie, ou un papier qui est juste là pour une affaire de publicité commerciale, voilà, ou politique, c'est pareil. Un papier qui est unique et un papier qui a été produit à des millions d'exemplaires, c'est la même chose. Non, au moins donner, j'allais dire,
une sépulture ou une fin de vie, voilà, que ça meure, que ça disparaisse, avec donc penser contre soi-même. Et ça fatigue malgré le fait que qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui a été dit jusqu'à maintenant. Rien de concret dans cette proposition, justement. Il n'y a rien qui vient. À proposer contre soi-même, c'est évident que dès le départ, j'ai annoncé que c'était une chose impossible. Quand on voit à quel point, sans accent premier, que par exemple, on appartienne à un quartier, à une famille, à un quartier, ou un ensemble de quartiers, on va peut-être avoir l'accent du quartier. Ne parlons pas l'accent de la ville. Donc, dans un même territoire politique, il y a plusieurs accents qui déterminent une appartenance géographique. Donc, et après, quand vous êtes à l'extérieur, déjà, votre accent premier, il a tendance à rester audible quand vous parlez l'autre langue. Et on va vous dire, vous avez un accent. Donc, penser contre soi-même, c'est peut-être quelqu'un qui va se blanchir la peau, qui va faire toute une série d'opérations, qui va tout changer en lui-même, une forme d'esthétique du total, radical, voilà. Donc, aussi, travailler la voix pour perdre la voix que l'on a, pour que dorénavant, personne ne puisse, mais alors, on peut le faire. Mais dans le pays auquel vous pensez, celui-là aussi, il a des accents. Chaque région a ses accents. En quelque part, même si, est-ce que vous allez abandonner un accent pour en prendre un autre? N'empêche qu'au bout de 40 ans, de présence dans ce pays du Midi, ce pays occitan, j'ai pas l'accent occitan. Parce que la personne qui nous a transmis le français n'avait pas l'accent, n'avait pas d'accent particulier. Donc quelque part, le français que je parle n'est pas un français, j'allais dire, qui on n'entend pas l'empreinte ou le côté un peu pierreux, le côté chantant de l'occitan. Mais il y a les deux, il y a des gens qui ont une voix rocailleuse et il y a des gens qui ont une voix chantante, mais moi je n'ai ni l'une ni l'autre. Voici donc il y a une forme de résistance pour maintenir un accent, j'allais dire un accent passe-partout, quelque part. Donc penser contre soi-même, encore une fois, se rendre compte que c'est une chose impossible, mais l'impossible est aussi une affaire de volonté. Il y a énormément d'impossibles dont on peut s'émanciper, dont on peut s'affranchir. Alors, comment s'affranchir de soi-même? Quand on est aussi dans la reproduction au point que finalement on a des gestes du père. Alors, on a des manières de penser du père. Ne parlons pas du visage de du père et de la mère, du père et de la mère, qui fondamentalement ne vous quittent pas. Vous pouvez avoir commencé par avoir le visage de votre mère et finir votre vie en ayant de plus en plus devant vous le visage de votre père. Donc votre visage ne vous appartient pas. Il vous inscrit dans une continuité, dans une lignée.
À s'affranchir de cela paraît impossible. Alors qu'en fait, je suis seul. Je peux me déclarer jaïniste, je peux me déclarer bouddhiste, je peux me déclarer, je sais pas, zoroastrien, je peux me déclarer, bon, adepte du voodoo, quoique non, pas le voodoo, mais je peux me déclarer, évidemment, j'aurai la paresse d'aller finalement de devenir un vrai croyant, mais il n'y a personne qui puisse m'interdire quoi que ce soit, de m'interdire de changer. Si je rencontre quelqu'un qui est finalement un born again, alors le born again, ça va être quoi? Est-ce que le born again va se séparer totalement de ce qu'il a été? Alors l'exemple, c'est un homme qui est un comment on appelle ça, non pas un missionnaire, mais qui est un évangélique, et qui a gardé le nom, un des noms du prophète de l'islam, quand même bizarre. Il n'a pas changé, il n'a pas christianisé son nom, ou évangélisé son nom. C'est comme ça. Donc le born again ne garantit pas une nouvelle, c'est pas vraiment une nouvelle renaissance. Il y aura toujours un lien. Mais le born again, c'est rester toujours, c'est demeurer dans le dogme et dans la foi et dans la croyance et dans l'attente du salut, et dans l'attente finalement d'une vie après la mort et quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas réellement de différence. C'est le même univers. Ça change par certains aspects dans le culte et les aspects un peu, mais fondamentalement c'est la même chose. Donc on va peut-être laisser tomber un prophète pour un autre, mais Dieu sera le même déjà, et puis finalement on est dans un rapport de soumission, dans un rapport de dépendance, dans un rapport d'assujettissement à quelque chose de plus fort que soi. Et puis on doit croire à la chose pas démontrable, les choses pas prouvables. On doit croire de façon se poser de questions. Oui, c'est Dieu. Moi, je crois en Dieu, je crois en ceci, en cela. Donc le penser contre soi-même est une chose qu'il faut élaborer. Mais élaborer pourquoi? Alors, il y a le déni, il y a aussi le terme de déni, une forme de refus d'être ce que l'on est. Il y a donc une négation, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du pathologique là-dedans. Donc fondamentalement, le côté pathologique n'intervient pas dans cette affaire-là. C'est uniquement comment on pourrait dire, je suis dans une situation qui démontre que mes habitudes de pensée, mes automatismes ne sont pas opérants, ne sont pas en capacité de m'accorder ou de m'accorder la victoire ou de me permettre d'arriver, d'assurer ou de m'assurer une forme de pérennité. Donc je dois changer pour essayer finalement on va dire, tiens, je suis locataire, je vais essayer d'être propriétaire. Or, si je continue sur ma lancée, je deviendrai propriétaire. Donc il va falloir
que je deviens quelqu'un d'autre. Bien sûr, j'ai le désir d'être propriétaire, mais je ne fais rien pour que ça se réalise. Mon moi actuel en est incapable. Donc il faut rompre avec ce soi, avec ce moi. Mais comment faire? Comment faire quand on est face à une réalité qu'on n'arrive pas à voir un peu sous tous les angles. Je vois qu'une partie de la chose, même si je fais des efforts pour un peu regarder derrière ou sur les côtés, mais je suis comme si j'avais des œillères, je reste toujours, je regarde toujours en face. Je ne me retourne pas ni de ce côté ni de l'autre. Évidemment, il y a des changements. On peut dire, scène 1, décor, un premier décor, scène 2, un autre décor. Pourrait être dans une... ici, là où normalement je passe le plus de temps, ben je change et je vais passer plus de temps ailleurs. Ça va être différent. Automatiquement, ça va être différent. Mais j'aurais pas changé. Parce que les lieux ne me permettent pas de changer. Les lieux sont les mêmes où que j'aille et fondamentalement je suis on imagine toujours une forme, nous les intellectuels, si je puis dire, nous restons toujours nostalgiques du travail manuel. Nous aurions adoré réaliser des choses par nous-mêmes, démontrer que l'on est capable de bâtir, de construire notre demeure, notre foyer, que l'on est capable de prendre soin d'une chose. Voilà, je donne la vie à des êtres, je les soigne, etc. Au lieu d'être quelqu'un qui donne la vie ou qui maintient la vie, des mots, des concepts et tout ça. Fondamentalement, ça ne me nourrit pas. Moi, j'ai besoin de me nourrir, même du fumier, du foin. J'ai besoin de sentir les choses, même quand c'est du fumier. J'ai besoin de voir, de participer au processus de la vie, voilà, la naissance, de voir des êtres grandir. J'ai une forme de reconnaissance, un petit anneau, si c'est comme ça que ça se dit. Donc je vais à la campagne, je n'allais pas passer beaucoup de temps, et puis je sais pas, il y a cet anneau qui est, ou anon, je sais pas comment on dit, je sais pas comment il est venu vers moi, j'ai dû lui donner du pain, etc. À un moment donné, il a failli m'arracher la joue parce qu'il voulait tester, il voulait goûter. Lui, il avait suivi un peu son désir et il voulait goûter. Il avait le goût de vouloir, voilà, il avait l'envie de vouloir goûter. Et de peu, il m'a raté. Mais par contre, il m'a laissé ce souvenir, et ça, on l'a toujours, de cette truffe. Un peu ce contact avec la truffe. Vous pouvez avoir le contact avec plein de matières, mais la truffe, c'est une chose moelleuse, mais d'un moelleux particulier. C'est une chose qui, là, elle n'est pas humide, mais elle est moelleuse. C'est vraiment une texture qui apparaît comme quelque chose d'exotique, presque, on ne comprend pas.
pourquoi il y a cette bizarrerie comme ça, voilà, cette chose qui n'a pas son équivalent chez les bovins, ni chez les ovins, voilà, mais chez les équidés, voilà, il y a ça. Alors, voilà, en contact avec ça. Donc, la démonstration a été faite, beaucoup d'êtres humains sans rêve d'avoir d'autres êtres à leur côté, pas seulement des êtres humains, mais surtout des êtres non humains. Voilà, et de les voir grandir, un petit oiseau qui pèse quelques grammes, je sais pas, 10 grammes, 15 grammes, ça peut finalement procurer beaucoup de bonheur à des gens qui pèsent presque un quintal. Ça, voilà, c'est tout le côté paradoxal. C'est parce que cet oiseau que vous avez nourri, et qui finalement, il vient sur vous, il vous fait confiance, il n'a pas peur de vous, et il vient se mettre sur votre épaule. Voilà, c'est ça vous fait plaisir. Alors voilà, penser contre soi-même, la voie du plaisir simple, comme quand on est dans une sorte, qu'on peut prôner un peu la décroissance, mais qu'aussi dans cette voie de la renonciation ou du renoncement à certains désirs, on commence un peu à pratiquer l'art de la modération. Soyez modérés. Soyez plutôt, voilà, qu'on a quitté un peu l'âge l'âge qui voulait qu'on soit dans la réactivité, dans la force et dans le conflit et dans la confrontation. Là, on est plus pour une forme d'arrangement. Tout le monde, on va tous essayer de s'arranger, on va tous collaborer. Rien ne vaut finalement la bonne entente. Il n'y a aucun problème qui ne saurait être réglé. Si ça va pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes en train de vous disputer? Et finalement, ça va vous faire mal à tous les deux, etc., etc. Dans un discours, j'allais dire, un discours doux, un discours pacifique, un discours conciliateur, alors que, voilà, on était pour la bagarre, pour la révolution, c'est-à-dire couper des têtes, s'il avait fallu en couper. C'est une métaphore, évidemment, mais il aurait fallu, voilà, quelque part, abattre l'ordre ancien. Et voici que nous, on fait partie de l'ordre ancien à notre tour, et qu'on n'a pas abattu l'ordre ancien, alors on fait partie de l'ordre ancien, et à côté de nous, il y a un ordre encore plus ancien, et voilà, je sais pas, les gens plus jeunes que nous, je ne sais pas s'ils pensent que nous sommes à détruire, que nous sommes peut-être un obstacle sur leur accession, je ne sais pas à quoi, à la liberté ou à l'épanouissement, que peut-être que l'on est trop nombreux, nous les vieux, nous machin, tout cela. Donc il y a un problème. Donc penser contre soi-même. Je me disais bien, alors il y a toujours le problème de la fraîcheur de l'idée. La fraîcheur de l'idée fait beaucoup dans le succès du traitement. Un peu comme du poisson que vous allez mettre en conserve, plus vous le traitez, plus c'est frais, mieux c'est. Alors on arrive avec une proposition qui date un peu, et donc pas tout à fait fraîche, pas du tout fraîche même, et donc on a du mal, on ne sait pas quoi en faire. Alors on tourne en rond, je tourne en rond, et puis finalement le résultat n'est pas du tout probant, il n'y a rien.
Il n'y a rien, on n'a rien construit jusqu'à maintenant, il n'y a rien à construire, il n'y a rien. Hein, on sait, je savais que j'allais aboutir nulle part. Penser contre soi-même. Ah, évidemment, dans le procès que l'on se fait à soi, ce procès fait de coups, fait j'allais dire, non pas d'admonestation, mais fait de reproches, voilà, et accompagné d'un sentiment de culpabilité, etc. Et où, à un moment, ce procès se réduit un peu, ça se calme. On n'est plus dans le conflit avec soi. Tout ça, toute cette effervescence, toutes ces démonstrations, toute cette gesticulation plutôt, finalement, elle est compréhensible dans le sens où, oui, on gesticule. L'important, c'est de gesticuler. Comme l'important, c'est d'avoir la parole. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a un moment où on n'aura plus la possibilité de parler. Soit parce que il y aura plus d'électricité, ou alors on serait mort, ou on aurait perdu la capacité de parler, la capacité de l'engager. Voilà, serait devenu autre. Donc quelque part, pendant qu'on est encore quelque part soi, alors on va traiter de certains sujets totalement improbables, genre penser contre soi-même. Il y a des gens, j'en ai rencontré, qui souvent se basent beaucoup sur la référence. La référence ici et là, donc ils ont de quoi vous mettre par terre, voilà, telle référence, chez un tel, évidemment, une sommité dans son domaine, voilà, quelqu'un que tout le monde reconnaît comme un esprit supérieur, voilà, donc voilà, vous nous citez, comme qui dirait, vous empruntez un peu de sa gloire, voilà, vous nous citez, donc voilà, sa lumière rejaillit sur vous. Mais moi, je suis dans le culte de personne. J'ai pas emprunté, ça m'a beaucoup étonné. Ça m'avait beaucoup étonné. Il y a des gens qui empruntent beaucoup au Coran. Ils empruntent trop. C'est-à-dire un quart ou un cinquième ou un sixième de leur discours est constitué d'emprunts. À chaque fois, ils trouvent une référence. Je trouve ça quand même assez remarquable parce que souvent, les références sont utilisées à bon escient. Mais quand même, il y a beaucoup d'emprunts. Il y a trop d'emprunts. Alors évidemment, quelquefois, l'emprunt, il déborde sur le raisonnement propre, le raisonnement de la personne. Alors on est quoi? On est dans l'explication du raisonnement de quelqu'un d'autre, dans la parole, dans la sagesse de quelqu'un d'autre. Mais soit on est où? À quel moment on est soi? Alors pour penser contre soi-même, il faut d'abord savoir qui l'on est. On ne peut pas se retourner contre quelque chose qu'on n'a pas encore identifié. Alors, évidemment, on pourrait penser que l'on se connaît, qu'on est capable de dire qui on est. Et en fait, non. Qui on est, oui, par un certain nombre d'aspects, oui, c'est ça, je suis ça. Mais fondamentalement, ces aspects ne sont pas toujours reliables pour donner réellement une idée très claire de la personne, sur la personne. Pas toujours évident. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des tas de choses, si l'on met une chose à côté de l'autre, etc. Oui, d'accord, un portrait, mais un portrait incomplet. Donc je sais pas exactement qui je suis. Il y a des éléments
mais ces éléments je les trouve pas suffisants pour me permettre de voir qui je suis. Alors tout ça pour dire, pour expliquer, pour essayer de justifier en quoi ma position, mon sentiment est pas à blâmer. Si je dis que j'ai été incapable et qu'on est incapable de penser contre soi-même, alors on va dire, voilà, on est dans une maison. Cette maison est la maison familiale, voilà. C'est la maison dans laquelle on a grandi. Elle est grande, elle est immense, elle est encore plus immense qu'auparavant, parce qu'il y a plus grand monde qui l'habite. Cette maison, partout, il y a des souvenirs. Alors on va dire, voilà, ma mère n'est plus là, mais ma mère était là, elle remplit toute la maison. Ma mère et la maison, c'est la même chose. Alors on va dire, je vais détruire la maison. Donc j'ai tout renversé, je vais détruire la maison, mais pourquoi? Est-ce que je veux détruire la maison pour monter une autre à sa place? Est-ce que je vais détruire la maison parce que il y a quelque chose qui va se révéler, mais qui ne sera visible qu'à partir du moment, ou alors on est à la recherche de quelque chose de très précieux, mais il faut détruire toute la maison, sinon on n'y a pas accès. Un peu compliqué, je ne sais même plus comment développer cette idée. Donc détruire, ça peut partir d'un bon sentiment, mais détruire, et pourquoi mettre à la place? C'est ça, penser contre soi-même, s'auto-détruire, s'auto-délégitimer, se délégitimer, se réclamer, ne plus se réclamer de soi, être totalement divorcer, rompre avec soi, voilà, un peu comme ça, dire tout cela, mais après, qu'est-ce que cela va donner? Un peu comme, c'est même pas un dilemme, parce que on fait ça un peu juste pour comme un jeu, pour le plaisir de manier des mots. Mais imaginons que quelqu'un, mettant une personne qui part loin de chez elle, et qui fait une sorte de voyage presque sans retour, voilà, poussé par un rêve, voilà. Bien, évidemment, ce rêve est toujours soutenu par l'idée que l'on va prendre soin des siens, mais ce n'est pas réellement la motivation première. La motivation première, c'est que l'on est un peu à l'étroit dans son environnement et que l'envie d'y voir ailleurs. Donc, on part sans savoir ce qui va nous attendre. Donc là, il y a une rupture. Dès le départ, très vite, la rupture se fait. Donc, et on va aller de rupture en rupture. L'on pourra réaliser des choses, mais dans la balance des bénéfices et des pertes et des bénéfices, on va trouver que il n'y a pas réellement de bénéfices. Donc on est parti, on a vécu ailleurs, on n'a pas réussi à faire partie, à devenir, finalement à s'habituer, à prendre racine là où on s'est installé, mais on s'est déraciné du lieu dans lequel on était et on a vécu toute sa vie dans le déracinement. Alors, dans l'impossibilité de se revendiquer d'un lieu, d'un autre, puisque objectivement,
je peux plus me revendiquer de mon lieu de naissance puisque je l'ai quitté et je l'ai quitté il y a longtemps. Et je peux pas me revendiquer de mon lieu de résidence puisque concrètement j'y suis pas accepté, j'y ai pas ma place. Je me trouve pas à mon aise, je n'arrive pas à me considérer comme tout le monde, voilà, comme les gens qui ont toujours vécu dans ce territoire. Je me sens extraterritorial par plein d'aspects. Mais j'ai plus de territoire. J'ai plus d'identité claire. Alors il me reste des souvenirs, mes souvenirs, ça s'érode. Voilà, c'est des souvenirs qui ne sont plus accrochés à rien. Donc penser contre soi-même, c'est s'engager dans une sorte d'aventure périlleuse. Et au bout de ce périple, au bout de cette aventure, ben on n'est pas du tout assuré d'avoir quelque chose, voilà. Oui, j'ai expérimenté, j'ai fait des choses, j'ai goûté à certaines choses, mais j'aurais pu très bien m'en passer. Toujours l'idée simple comme ça, est-ce que ça suffit? Je n'en sais rien, probablement que non, mais c'est juste pour le plan de l'image. Donc quelqu'un qui va se servir, qui va prendre une mangue. La mangue, il la cueille à maturité. Il cueille une mangue, voilà, qu'il va manger le matin, un truc comme ça, au jour même. Donc il la cueille vraiment mûre. Il arrive dans un pays dans lequel les mangues n'arrivent pas mûres. Et puis même, à côté de la mangue, il avait autre chose. Il avait d'autres odeurs, il avait la mer, il avait des choses. Le bruit de la mer, la couleur de la mer, l'odeur de la mer. Et tout cela, bien entendu, vous aurez peut-être une mangue mûre dans votre deuxième patrie, ou matrie, mais quelque part, vous n'aurez pas le reste. Vous ne pourrez pas simuler un atoll ou simuler une lagune, là, il n'y a pas moyen. Donc, est-ce qu'on appartiendrait définitivement à notre lieu de naissance, à notre lieu d'émergence, à notre premières émotions, à nos premières images, nos premiers liens, nos premières représentations? Est-ce que j'appartiens à mon premier paysage, mes premiers paysages? Probablement que oui, puisque la boucle va se faire ainsi, la boucle sauf que quand on fera la boucle, on se rendra compte qu'il y a des choses qui manquent. Évidemment, la maison qui était ma maison de naissance, elle est en ruine. Pas la mosquée. Voilà, il y avait la terrasse. Bon, il y avait des chats, c'est sûr, mais il y avait le minaret. Il y avait la tour de la mosquée. Quand on dit le minaret, pourquoi on ne dit pas le manara? La tour, et puis ou le clocher, peu importe. En tout cas, ça fait juste à côté. Extraordinaire d'avoir pour paysage immédiat un élément aussi symbolique. D'avoir dans un paysage des choses symboliques en quantité.
là il y a un mausolée, là il y a un mausolée, là il y a un mausolée, là il y a une mosquée, là il y a une mosquée, là il y a une mosquée, là il y a un cimetière, là il y a un cimetière, là il y a tous ces éléments qui identifient un peu votre géographie symbolique, voilà, qui constitue votre territoire symbolique et qui compose un peu votre monde, et tout cela disparaît. Tout cela disparaît et vous n'avez pas constitué vous n'avez pas mis en place de remplacement ou de substitution. Voici donc là, je vais terminer puisque finalement j'ai échoué. Je dirais pas lamentablement, mais j'ai échoué dans cette tentative de travailler sur le thème du penser contre soi-même. Il faut dire que l'on n'est plus dans le conflit. Voilà, ça veut dire contre, ça veut dire qu'on est dans le conflit, dans l'opposition. Bon, le conflit, on le gère tranquillement. À quoi ça sert, puisque la fin est la même pour ceux qui ont réalisé quelque part la paix, comme ceux qui sont restés dans le conflit. Il n'y a pas de, j'allais dire, de meilleure manière, de manière plus intéressante, qui serait la manière simplement. Il y a des choses qui sont inutiles parce qu'elles vous épuisent. Elles épuisent un peu votre énergie parce que vous faites une erreur, vous pouvez la recommencer ou la voir recommencer, et cette erreur vous impacte et vous enlève un peu de votre énergie. Voilà un peu, il y a des choses qu'on fait, des erreurs pas tout à fait justifiées. Voilà.